Ce soir, notre invitée à 18h17, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'évoquer évidemment la crise du Covid et ses conséquences pour la fonction publique, d'abord question sur ce projet de lutte contre le séparatisme islamiste. Comment concrètement allez-vous lutter au sein de la fonction publique contre l'entrisme dans les services publics, dans les prisons, les hôpitaux, les lignes de transport également, dans le milieu du sport aussi, qui sont parfois noyautés, c'est vrai, par des islamistes. Qu'est-ce qui va vous permettre demain, avec ce projet de loi, d'en reprendre le contrôle ? Vous savez, ce projet de loi, d'abord, il va surtout nous permettre, il y a ces sujets-là, mais il y a surtout la protection des agents publics face notamment à des usagers qui, au nom de leurs convictions, mettent en danger la République parce qu'ils mettent en danger les agents publics. Oui. Les agents publics, c'est eux qui font vivre la République très concrètement, chaque jour, dans tous les guichets, dans tous les services publics. Il y a bien sûr nos enseignants, mais il y a aussi tous les agents publics, d'une certaine manière. Ils incarnent la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. L'obligation de neutralité s'applique d'abord à eux. Et donc, il y a 15 jours, avant même ce texte, nous avons pris avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti une circulaire d'application immédiate, après l'assassinat de Samuel Paty, pour nous assurer que tous les agents publics sont réellement protégés. On avait des règles qui n'avaient pas bougé depuis 30 ans sur cette protection, qui ne prenaient par exemple pas en compte l'existence de menaces sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'agents publics sont vilipendés sur ces réseaux. Et donc on doit non seulement signaler au procureur pour que la justice se mette en marche, il faut qu'on signale à Pharos, il faut qu'ensuite on puisse mettre les forces de l'ordre en action, et surtout responsabiliser les employeurs publics qui ont le devoir absolu de protéger tous les agents publics. Parce que ça, c'est d'abord un vrai problème du séparatisme. On comprend cette protection contre la menace extérieure, mais pardon, j'insiste, Amélie de Montchalin, on le sait, il y a une menace intérieure. Le député Éric Diard, auteur d'un rapport parlementaire en 2019 sur la question, a publié un ouvrage absolument édifiant, mettant en lumière les faiblesses, dit-il, des services publics face à la radicalisation. Alors, il décrit la réalité de cette radicalisation islamiste dans l'appareil d'État, que sont les prisons, le domaine des transports, le domaine du sport, je l'évoquais tout à l'heure. Il dit « La radicalisation n'est pas un motif de révocation. Les services publics face à ce phénomène sont confrontés à un angle mort juridique. » Est-ce que ça, demain, ça va changer ? Alors, on a des mécanismes, notamment dans le cadre du projet de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. On a des dispositions pour pouvoir radier des personnes. Il y a une commission dédiée à radier des personnes qui, dans leur... Sur quels critères ? Sur le critère de la radicalisation, si les services de renseignement indiquent que ce n'est pas dans leur travail que cela pose problème, mais par d'autres indices, et que notamment quand ils sont dépositaires de l'autorité publique, quand ils sont au contact du public, on puisse prendre des mesures. Sur ce sujet, on a un enjeu d'abord de formation. Cette société de vigilance qu'appelait le président de la République, elle demande à ce que chacun ait les bons réflexes. Puisse aussi savoir à qui signaler le comportement de tel ou tel qui ne correspondrait pas à nos principes. Et donc avec Marlène Schiappa, avec notamment le secrétariat général pour la lutte contre la délinquance et la radicalisation, on va former beaucoup plus systématiquement. Et il y a un moment clé, charnière, qui est le recrutement. Au moment du recrutement, il faut qu'on s'assure que chacun connaît bien ses droits, ses devoirs, ses obligations, connaît bien aussi ce rôle un peu particulier qu'est d'être agent public. C'est pas un métier comme un autre. On incarne bien sûr d'abord la République. Mais ensuite, demain, ça sera plus facile de radier un individu, partie prenante d'un service public, quel qu'il soit, qui est radicalisé. Alors, aujourd'hui, on a un mécanisme, il faut qu'on l'évalue et potentiellement on le fasse évoluer, mais il y a surtout, il faut qu'on puisse signaler. Aujourd'hui, l'angle mort principal, c'est qu'il y a peut-être des éléments que certains collègues peuvent avoir observés, et aujourd'hui, on n'a pas totalement organisé notre État, nos administrations, pour que ces faits soient identifiés. Et ça, demain, ce sera le cas. Ça, j'y travaille. J'ai pas besoin de loi pour le faire. On a tout l'arsenal juridique, mais comme souvent, il y a la loi et son application. Et sur ces sujets-là, comme l'avait dit le président de la République après les actes horribles qui s'étaient passés à la préfecture de police, la société de vigilance, c'est une société où chacun connaît les droits et les devoirs, les systèmes et le signalement. Vous savez, aujourd'hui, on peut signaler des actes de harcèlement, des violences sexistes. Il faut qu'on puisse signaler aussi bien, aussi facilement, des atteintes à la laïcité ou des menaces qui viennent d'usagers qui, au nom de leur religion, de leurs convictions, feraient pression sur un agent public. Et cette neutralité dont vous parlez, enfin, c'est très important. Ce projet de loi sur le séparatisme l'étend
à tous les délégataires de services publics, Oui. c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui ont un rôle de mission service public. Oui. Alors sur la crise sanitaire, Amélie de Montchalin, un nouveau conseil de défense s'est donc tenu ce matin autour du président de la République. Vous y étiez, je crois. On sent depuis quelques jours qu'un reconfinement gradué se dessine pour le 1er décembre. Alors sans trahir les secrets d'État, on sait que le chef de l'État risque de prendre la parole la semaine prochaine. Est-ce que vous le confirmez ? Non, moi, ce que je peux vous confirmer, c'est d'abord que les Français, depuis 2 semaines, font beaucoup d'efforts, font beaucoup de sacrifices. Et on est en train... On le sait, pardon, on le sait. Oui, mais on est en demain... train... Oui, mais attendez, avant de parler de demain, il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réussi à reprendre le contrôle sur le nombre de nouveaux cas par jour. Ça, c'est une première information. Maintenant, c'est une donnée fragile. Oui. Dans les hôpitaux, on a toujours un niveau record d'hospitalisation. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les hôpitaux que la semaine dernière. Oui. On en a eu plus en ce moment qu'au printemps. Mais est-ce qu'un allègement sera possible à partir du 1er décembre pour les petits commerces et puis pour la circulation aussi des individus dans la perspective de Noël ? On travaille à regarder si des choses peuvent être adaptées. Mais la précondition pour qu'elles soient adaptées, c'est que les bonnes tendances qu'on observe depuis quelques jours se confirment. Oui. Et donc, il n'y a pas d'engagement en dehors de toute situation sanitaire par évidence. Oui. Par ailleurs, on est bien conscient qu'aujourd'hui, si les choses s'améliorent, on ne peut pas revenir demain ou dans 15 jours à la vie d'avant. Oui, on a vu les informations qui commencent à filtrer sur la possible mise en place d'un couvre-feu au moment du déconfinement, sur les protocoles sanitaires particuliers. On n'est pas dans le déconfinement général, malheureusement. On aimerait bien pouvoir se dire que ce virus a disparu. Il est parmi nous. Le Premier ministre a admis hier en commission qu'on avait peut-être été trop vite, et lui le premier, sur la méthodologie de déconfinement. Mais voyez, moi, mon rôle, en tant que ministre de la fonction publique, c'est quoi ? C'est de reconnaître qu'effectivement, on demande aux Français beaucoup, on demande aux commerçants beaucoup, on demande aux entreprises beaucoup. En face, nous, l'État, on doit être exemplaire. Oui. On doit être à la hauteur de la situation, on doit avoir des services publics qui fonctionnent, on doit avoir des guichets qui sont ouverts, contrairement au printemps. Et c'est le cas. Contrairement au printemps, c'est le cas aujourd'hui. 97% des guichets publics sont ouverts. Les agents travaillent la CAF, Pôle emploi, majoritairement, et ils travaillent avec 4 objectifs. Oui. D'abord, on protège chacun. Oui. On contribue par le télétravail, on contribue par les protections sanitaires à ce que le virus ne se diffuse pas. Deuxième objectif, on maintient nos guichets ouverts pour toutes les situations d'urgence. On prend des rendez-vous, on s'organise différemment pour maintenir ce lien. Oui. Troisième engagement, c'est les délais. On ne prend pas de retard dans la période. Et enfin, et c'est pour moi le plus essentiel, parce que le confinement isole les plus fragiles, les plus précaires de notre société, tous nos grands services publics. Je pense à la CAF, à l'assurance maladie, à l'assurance vieillesse, au Crous. Actuellement, appellent les personnes. Oui, vous les accompagnez dans cette période difficile. On appelle une personne par une personne, tous ceux qui sont fragilisés. Vous évoquez la question du télétravail qui est capitale pour les services publics, qui était mal outillé, pour dire les choses. Des ordinateurs ont été commandés, des logiciels ont été mis en place. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. On a beaucoup appris. Plus de 40% des agents de la fonction publique, hors éducation nationale évidemment, sont aujourd'hui et police aussi, parce qu'on a besoin de sur le terrain. En télétravail, ça tombe sous le sens. Est-ce que demain, question simple, est-ce que demain, à partir du 1er janvier 2020, est-ce qu'ils resteront en télétravail, tous ces agents ? Évidemment. Est-ce qu'ils ont vocation à rester en télétravail pour une longue durée ? D'abord, on a vocation à être très vigilant sur le virus pendant longtemps. Et donc, il va falloir qu'on trouve une façon de vivre pérennement avec ces nouvelles règles. Mais donc, la réponse est oui, pour parler clairement. Oui, on va continuer à faire du télétravail. Mais vous savez, le télétravail, c'est aussi un enjeu de confiance. La fonction publique, elle évolue très vite en ce moment, notamment dans sa culture interne. Parce qu'au printemps, le télétravail, c'était vu encore par beaucoup trop de managers publics comme quand on télétravaille, on ne fait rien. C'est pas le cas. Oui. Quand on télétravaille, on continue, d'ailleurs on le voit que ça marche très bien, à assurer le service public. Oui. Et donc moi, en tant que ministre, j'ai un engagement, c'est que cette culture de la confiance que le télétravail finalement permet ou illustre, on doit la poursuivre. Oui. On doit poursuivre d'être innovant dans notre manière d'assurer le service public. Et évidemment, les agents publics qui, dans le temps long, voudront continuer à télétravailler, il faut qu'on puisse leur donner accès à cette organisation du travail qui n'est pas contradictoire avec la continuité. Un tout dernier mot. Il y a beaucoup d'agents de la fonction publique et de fonctionnaires qui nous écoutent évidemment ce soir. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est la question du salaire, du gel du point d'indice. Il est gelé depuis un certain nombre d'années. Il y a une manifestation d'ailleurs assez houleuse des éboueurs et des égoutiers. Ce sont des gens, et vous les mettez en valeur ce soir, et vous avez raison de le faire, que nous avons applaudi. Nous les avons applaudi le 14 juillet, par exemple. Parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont essentiels à notre vie collective et qu'aujourd'hui, on le voit, ils font tenir le pays. Et où est l'effort du gouvernement pour les remercier de cet effort en termes de rémunération ? Alors aujourd'hui, on a fait, avec les organisations syndicales, des progrès énormes pour les soignants, le Ségur, pour les jeunes enseignants, les accords qu'a présenté Jean-Michel Blanquer il y a quelques jours, pour les jeunes chercheurs. On a aussi fait, et ça c'est un engagement que j'ai pris, mais il n'y aura pas de geste global.
il y a beaucoup de situations qui, cette crise illustre, d'inégalités, notamment vis-à-vis des femmes. Oui. Dans la filière sociale, par exemple. Donc vous faites du cas par cas. Non, mais moi, je résous des inégalités criantes. Oui. Vous savez, l'augmentation généralisée, ça ne résout pas les inégalités. Bien. Ça n'aide pas ceux qui sont en bas de l'échelle, qui depuis des années, peut-être qu'ils ont eu des augmentations générales. Pour eux, c'est quelques euros. En haut de la pyramide, c'est beaucoup d'euros. Et donc, pour l'argent que ça représente, aujourd'hui, moi, je préfère qu'on cible les inégalités. Après, il y a des grands chantiers à mener, notamment pour la protection sociale complémentaire des agents publics. Vous savez, les gens dont vous me parlez, quand on travaille aujourd'hui dans la territoriale, dans les collectivités locales, avoir une protection sociale complémentaire pour sa santé, du mutuel en fait. Donc du cas par cas. C'est des choses qu'il faut qu'on regarde là pour tous les agents. Moi, ce que j'essaye de vraiment combattre, c'est les inégalités et m'assurer que chaque euro d'argent public, il combat les inégalités, les situations criantes, et cette crise en a révélé, et on les résout une par une. Bien, merci pour cette réponse un peu plus longue qu'attendue, mais c'est votre réponse, comme dirait l'autre. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été ce soir. Merci pour vous et merci pour les agents publics. C'est l'invité d'Europe Soir.